Oui, bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau d'interview vidéo. Ce matin, nous avons un programme ambitieux puisque nous allons réfléchir et essayer de trouver des solutions à la situation compliquée des urgences hospitalières. La situation des urgences hospitalières, dont l'affluence a, je crois, triplé en 25 ans, est souvent présentée comme un révélateur des dysfonctionnements de l'ensemble du système de santé. Et de la même façon, on présente parfois la réforme des urgences comme le préalable, voire la condition sine qua non à une refonte de l'ensemble du système de soins. Alors, avec nous ce matin, Brigitte Mauroy qui nous rejoint de Lille. Vous êtes chirurgien-urologue, vous êtes conseillère régionale des Hauts-de-France dans l'équipe de Xavier Bertrand. Avec nous, Patrick Pelloux qui sort de garde. On ne vous présente plus, vous êtes le président et le fondateur de la MUF, l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. C'est ça. Voilà. Et vous êtes au SAMU de Paris, Necker. Exactement. Voilà. Alors, avec l'un et l'autre, on va essayer de revenir sur ces situations des urgences. Et d'abord, je voulais évoquer avec vous les incidents de ces derniers mois. Affaire Naomi à Strasbourg, décès d'un homme âgé et prématuré à Reims, grève à Tours, à Lyon, ailleurs. Quelles leçons, Patrick Pelloux, peut-on tirer de ces incidents pour les urgences ? De nombreuses leçons. La première, c'est celle que vous avez dit dans l'introduction, c'est que nous sommes avec un système qui est énorme maintenant. 21 millions de passages aux urgences, 30 millions d'appels au SAMU, avec des structurations et une façon de penser ces structures d'il y a 20 ans, quand il y avait 8 millions de passages aux urgences et quelques millions d'appels au SAMU. Donc on est face à la gestion d'un grand système. Alors évidemment, quand vous avez 21 millions de passages aux urgences, hélas, il y a en effet des gens qui meurent. C'est le propre des urgences. Ça ne veut pas dire que c'est une fatalité et qu'on s'abrite derrière cette façon de voir les choses. Mais les gens meurent, bien sûr. 54% des certificats de décès sont faits par les urgentistes. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, les malades qui viennent aux urgences sont souvent graves. Ça fait à peu près entre 10 et 15% des malades qui viennent qui sont réanimatoires. Ouais. Donc c'est pas rien. Concernant les appels des SAMU, ce qui s'est passé à Strasbourg est une erreur professionnelle, une faute professionnelle grave. Mais il ne faut pas décrédibiliser l'ensemble du système du SAMU qui répond et qui essaye, et on est un exemple sur la planète d'avoir une réponse qui est une réponse médicale. Mais tout ça étant dit, ça appelle une vraie réforme. En fait, moi j'en suis convaincu, il y a la nécessité d'une réforme de fond. Et qui se fait pressante. Ça reprend le livre de Patrick Bouet, le président du Conseil de l'Ordre qui vient de sortir et que je vous recommande, parce qu'il a quelque part, par sa posture de président du Conseil de l'Ordre, il a la vision un petit peu de tous les systèmes, en fait. Et si je ne vais pas mobiliser la parole, mais non. En gros, le maître mot de la réforme et du renouveau, c'est la coopération entre les systèmes. D'accord. Il n'y a pas assez de coopération entre les systèmes. Voilà, mais après, je pourrais en dire longtemps. Alors, on va y revenir, voilà. Mais déjà, je voulais avoir votre avis, docteur Mauroy. Quel diagnostic vous portez sur la situation des urgences aujourd'hui en France ? Oui, je pense qu'il faut surtout éviter, dans ces circonstances, de jeter l'opprobre sur la régulatrice ou sur les régulateurs du SAMU. Je pense que, et là, je suis assez d'accord avec vous sur ce point-là, dans l'ensemble, dans un système qui est difficile, chacun fait ce qu'il peut. Je pense que c'est peut-être l'occasion de faire remarquer aux administrations hospitalières que les postes de régulation du SAMU sont des postes extrêmement sensibles et qu'il ne faut pas y mettre n'importe qui. Je crois que c'est important de le dire. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a
un certain nombre de remarques qui méritent d'être posées. La première remarque, c'est la place de l'urgence dans notre système. C'est-à-dire, depuis 20 ans, mais c'est un lieu commun, le malade est devenu consommateur de santé. La vraie question qui se pose aujourd'hui, et c'est une question de société au fond, c'est de savoir si on va à l'urgence parce qu'on a 39 de fièvre à 10 heures et qu'on veut être bien pour aller au bureau le lendemain matin, ou si on va à l'urgence parce que c'est une urgence vitale. Et ça, il faut répondre. Ça permettra quand même peut-être de dévier et de réorganiser les flux de malades. Le deuxième sujet, c'est que j'observe que ce flux de malades qui se presse à l'urgence, c'est la conséquence de l'abondance de la pratique de l'urgence par les médecins généralistes. Parce que quand les généralistes qui sont harcelés, qui en ont par-dessus la tête, on y reviendra tout à l'heure, baissent le rideau à 17h30, eh bien évidemment, tous les malades y vont à l'urgence. C'est pas la fonction de l'urgence, c'est pas sa fonction primitive. Et je suis d'accord avec Patrick Pelloux, il faut réorganiser le système. J'ai une troisième remarque, c'est qu'il y a un effet nocif, délétère des pouvoirs publics. Depuis quand même quelques années, je voudrais parler de procédures comme la procédure hôpital en tension, qui est vraiment une procédure complètement inique, je n'ai pas peur de le dire et on y reviendra peut-être, qui ne fait qu'aggraver les choses. Et puis dernière remarque, moi non plus je ne vais pas monopoliser la parole, la régulation par le 15 est imparfaite. Parce qu'il n'y a aucune éducation au moment où le 15 a été créé, lancé. Il n'y a aucune éducation des populations qui a été faite éventuellement par les caisses d'assurance maladie. Et que pour un patient qui est actuellement ou qui se sent, ce qui est pareil, en état d'urgence, il a 50 numéros possibles à appeler. C'est beaucoup trop. Certains de nos voisins européens ont essayé de concentrer les appels pour qu'il y ait une plateforme et une répartition en fonction de l'urgence. C'est peut-être le moment de se poser la question. Le problème, c'est que un peu la proposition de Thomas Mesnier, non ? Pas tout à fait. Mais ce que j'observe, c'est que ça fait 10 ou 15 ans qu'on dit qu'il faudrait qu'on se pose la question. Alors quand est-ce qu'on s'y met maintenant ? Pour faire suite à ce que vous dites là, l'enjeu de la réforme qui est nécessaire là, c'est que on retrouve le sens de l'urgence, en fait. Mais oui, bien sûr. Les urgences, avec l'erreur politique que tout le monde reconnaît maintenant, qui a été l'erreur politique en 2002 d'avoir dit on enlève du code de déontologie l'obligation de faire des gardes. Ça ne veut pas dire que tout devait être fait par la médecine générale, pas du tout. C'était juste une responsabilité collective. On l'a enlevé. Bon. On voit ce que ça a entraîné sur la faillite totale de la permanence de soins, et ça fait maintenant près de 15 ans qu'on rame pour essayer de refaire. Pour vous, c'est une des causes principales de l'engorgement des urgences. Ça a été... Non, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Ah, c'est plus compliqué que ça. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué que ça, s'il n'y avait qu'un seul facteur. Il y a un autre facteur qui a été la fermeture de lits, les recompositions anarchiques avec les fermetures d'hôpitaux. D'accord. Où en fait les urgences sont devenues la variable d'ajustement de tous les dysfonctionnements du système de santé. Donc si vous voulez le refaire, il faut redonner, et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord avec le rapport Mesnier, qui dit en gros, on va faire des plateformes de régulation communes pour gérer toute l'activité non programmée sur un numéro unique d'appel santé. C'est totalement délirant. C'est la même erreur politique. Je suis d'accord. La même erreur. Ah, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord. C'est la même erreur politique que ce qu'on avait fait en 2002. Or, il ne faut pas faire ça. Il faut redonner du sens à l'urgence et dire, en effet, on sacralise, je suis bien d'accord avec vous, un numéro unique d'appel de secours, mais sur ce numéro unique d'appel de secours, la santé revient à ce qu'on appelle le SAMU. Bon. Deuxièmement, les urgences. Si vous voulez faire... Le combat sur l'amont des urgences n'est pas perdu. Il n'est pas perdu. Il faut juste réussir. Ça a été le sens du communiqué de presse de SOS Médecins et de la Fédération des médecins de France, qui sont contre le rapport Mesnier eux aussi. C'est de dire il faut justement donner une meilleure coopération entre la ville et l'hôpital. Mais il faut que l'hôpital... que la ville s'ouvre aussi à l'hôpital. C'est l'exemple que vous donnez. Alors, Brigitte Mauroy. Oui, on souffre énormément d'un hospitalocentrisme forcené. Voilà. C'est pas la ville qui doit s'ouvrir sur l'hôpital, excusez-moi, c'est l'hôpital qui doit s'ouvrir sur la ville. Je vais vous donner un exemple. Non, je voudrais... Avant ça, je vous donne juste un exemple. Non, avant ça. Moi, je crois que l'objectif pour les urgences est très clair. Il faut trouver en ville la réponse aux soins qui ne sont pas réellement urgents.
C'est-à-dire qu'il faut pour cela aboutir à une coopération entre tous les partenaires du système de santé. Et ça n'est pas pour l'instant ce que l'on voit faire. Pourquoi ? Parce qu'on fait en France l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'on commence par la fin. Vous parliez des fermetures de lits. On a fermé des lits depuis des années sans jamais réfléchir, ce qu'on aurait dû faire avant, à ce qu'on allait faire de ces gens qui n'allaient plus dans les lits. Il fallait bien pourtant réfléchir à ce qui allait se passer en ville. Eh bien, on ne l'a pas fait. Et parce qu'on ne l'a pas fait, les gens, évidemment, se pressent en foule aux urgences et facteur aggravant, ils peuvent y venir 10 fois de suite s'il faut. Et pour vous, la proposition Meignet sur la régulation, c'est pas ce qu'il faut non plus. C'est pas ce qu'il faut. C'est une proposition, voilà. Mais c'est pas ce qu'il faut. Et vous allez créer un nouveau grand système. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Bon. L'exemple que je vous donnais sur l'ouverture, que la ville doit s'ouvrir à l'hôpital, j'ai un exemple très précis, c'est les EHPAD. Il n'est pas normal que les médecins coordinateurs des EHPAD ne puissent pas prescrire, par exemple. Il n'est pas normal. C'est encore un autre débat. Hein. Non. Parce que 75% des personnes âgées de plus de 75 ans qui arrivent aux urgences, on est obligé de les garder. Et nous n'avons pas l'information. Donc à chaque fois, en termes de coûts, c'est considérable. Et donc, sur cet objectif-là, vous n'avez pas la liberté pour les personnes âgées. C'est un passage souvent traumatisant pour ces personnes. Oui, et vous n'avez pas la liberté, quand vous êtes une personne âgée hospitalisée dans un EHPAD, de choisir votre médecin traitant. C'est quand même un peu fort. Donc, ces mesures-là... En théorie, si, mais... Non, ça marche pas. Et là, c'est vraiment un problème parce que, justement, en termes de parcours de soins, de liberté, de choix, etc., c'est très compliqué. Mais par rapport à ce que vous disiez sur la coopération entre les systèmes et l'offre, la bataille de l'amont n'est pas perdue. Il faut juste, sans doute, on appelle ça, c'est le mot à la mode. Vous savez que dans le monde de la santé, on adore les mots à la mode. Là, c'est les consultations de soins non programmés. Moi, je pense que c'est les anciens centres de santé, mais revus avec une façon de les concevoir qui est un peu plus importante, notamment avec un plateau technique, avec de la biologie. Parce qu'en effet... Moi, si vous permettez, je voudrais faire 2 remarques. Je pense que si on veut valablement traiter le problème des urgences, il faut revoir le problème de la démographie de santé. Ouais. Il est évident qu'il existe un système de vases communicants inversement proportionnel, si j'ose m'exprimer ainsi, entre ce qu'on appelle la sous-densification ou la désertification médicale, comme vous voudrez, et évidemment le flux des malades qui se transportent à l'urgence, puisqu'ils n'ont plus le médecin en ville. Je voudrais faire une deuxième remarque qui est importante. Je crois qu'il faut... Le pivot de notre système de soins, qu'on le veuille ou non, et je suis chirurgien et vous êtes urgentiste, le pivot de notre système de santé, c'est à l'évidence le médecin généraliste. Le médecin généraliste, il est harcelé depuis des années. Or, c'est le cœur de notre système de santé. Il faut tout simplement lui réapprendre à aimer le soin et le débarrasser des tâches administratives qui l'en écartent. Il faut revoir la formation des étudiants en médecine. Il faut leur permettre un exercice multisite, déclaratif, avec une liberté d'installation. Il faut leur permettre de travailler ensemble. Et peut-être qu'à ce moment-là, on arrivera à décloisonner ce système de soins, cloisonnement qui est la cause de tous les maux, et à faire en sorte que l'hôpital s'ouvre vers la ville. Et excusez-moi, je vous reprends, c'est pas la ville qui doit s'ouvrir vers l'hôpital, c'est l'inverse. Ah non, je suis désolé, c'est dans les deux sens. Admettons que ce soit dans les deux sens, mais le problème, si vous voulez, quand vous entendez mon collègue de Nîmes qui est en train de préparer les férias de Nîmes, il y a 4 millions de personnes qui se pointent à Nîmes pour les férias, et qu'il entend que la permanence des soins, finalement, elle ne va pas être faite, et qu'il n'y a aucune concertation avec la médecine de ville, c'est un problème. Ce n'est à pas aller contre la médecine de ville, c'est juste que tout le monde... de l'eau à mon moulin. Bah Effectivement, oui. Le cœur, le nœud du problème, c'est bien le médecin généraliste. Vous êtes d'accord avec moi? Souvenez-vous, je pense que souvenez-vous d'une période où le médecin généraliste gardait la possibilité d'aller plus loin dans le diagnostic et au moins d'assurer le soin de toute première urgence. Ouais, mais ça, c'est très 20e siècle. C'est très 20e siècle. Ce qui permettait aussi de limiter le flux à l'urgence. Permettez-moi de vous dire, c'est plus compliqué que ça. Non, en fait. non, c'est un des éléments du problème. Et rien ne se fera si on n'arrive pas à régler ce problème-là. La médecine générale a évolué.
C'est devenu une spécialité avec des spécificités. Et par exemple, vous avez, quand vous parlez, notamment avec l'épidémie des insuffisances cardiaques qui est en train d'arriver, avec le vieillissement de la population, bah, quelque part, il y a une importance du cardiologue et du pneumologue. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Quand si, est-ce qu'on va commencer? Je vais vous jouer un sketch à propos, mais je vous réponds. Quand va-t-on commencer à s'occuper du parcours de soins du malade chronique? Malade chronique dont 30% des hospitalisations à l'urgence sont motivées par une inobservance du traitement, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu l'éducation en amont par son médecin généraliste. Mais les médecins généralistes, ils n'en peuvent plus. Je vous rappelle que Bachelot, il y a quelques années, les avait même empêchés de vacciner. Il faut dire aux médecins qu'on les aime. Il faut leur dire qu'on a besoin d'eux pour soigner. Il n'y a pas que les généralistes. Ah bah oui, ça, je suis d'accord. À tous les médecins. Ah oui. Mais il faut commencer par les généralistes. Si vous permettez, sur l'insuffisance cardiaque, je vous fais un petit sketch rapide qui, je pense, illustre complètement la nécessité d'organiser l'amont et l'aval par rapport à l'urgence. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, le système actuel marche sur la tête, vous ne pouvez pas tenir comme ça, mais excusez-moi de vous dire, c'est mon avis, je vais vous le démontrer. Si je vous ai entendu dire que vous aviez besoin de 200 urgentistes supplémentaires. Moi non. Si, je vous ai entendu dire ça. Mais où ça? Ah sur le plateau du Côte-Med l'autre jour. Si, nous le réécouterons ensemble. Ah non, mais j'y étais pas. Eh bien, si, vous y étiez, je vous ai vu. Mais non. Eh bien, non, c'est pas le point. 200 urgentistes non, supplémentaires. J'étais pas 200 urgentistes supplémentaires ne régleront pas le problème. J'ai jamais demandé ça, madame. Excusez-moi, je sais quand même ce que je dis. Non, j'ai jamais dit ça. Bon, alors nous sommes Votre donc sketch est nul, je vous dis n'importe quoi. C'est pas ça mon sketch. Mon sketch, pardon. Je vais vous le faire maintenant. Ça, c'était la réponse à ce que vous disiez. Là, elle va faire de l'humour, attention. Allons-y. À moitié, parce que ça rend quand même un peu triste. Insuffisance cardiaque, inobservance du traitement. Ça se passe dans un hôpital périphérique parce que, à la limite, vous serez d'accord avec moi, les urgences en CHU, ça va plutôt moins mal que les urgences dans les hôpitaux périphériques parce qu'il y a des moyens supplémentaires. L'insuffisant cardiaque arrive à l'urgence, il est reçu par un urgentiste qui n'a pas été formé chez nous parce qu'il n'y a pas suffisamment de médecins en France, les numerus clausus ne sont pas adaptés pour, il ne maîtrise pas forcément bien la langue française, bref, l'insuffisant cardiaque, il faut lui trouver une place parce que de toute façon il est assez tard et que le lendemain on ne sait pas où le mettre. Alors finalement il aboutit chez le pneumologue, dans le service de pneumologie de mon hôpital général là, de province. Mais les pneumologues, ils en ont ras-le-bol de voir des malades de cardio qui arrivent, parce que eux, leur métier, c'est pas la pneumo. Et puis de toute façon, on est à la veille du week-end. Donc on va demander un avis cardiologique, mais le cardiologue, il est débordé par définition, puisqu'il n'y a plus de place chez lui. Il passera que le mardi. Le malade, il va rester 5 jours dans cet hôpital. Et finalement, à la sortie, alors que ça a coûté un prix fou, il lui manquera juste ce dont il avait besoin, l'acte d'éducation thérapeutique pour lui expliquer que l'observance thérapeutique quand on est insuffisant cardiaque, c'est fondamental. Eh bien, voilà ce qui ne va pas dans le système des urgences. C'est que 35% du temps des urgentistes est passé pour essayer de trouver de la place dans les services le lendemain parce qu'ils ne savent plus comment s'en sortir. Bah alors, son sketch est nul, il n'est même pas drôle, donc c'est pas un sketch. C'est un sketch. C'est un argument. Et deuxièmement, c'est la réalité. Le problème des lits d'aval est la réalité. Par rapport à ce que vous dites, ce dont on souffre, ça a été la disparition des lits polyvalents. Voilà. Et d'autre part, la question fondamentale qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut garder des services de spécialité comme la pneumologie? Est-ce qu'il ne faut pas les fondre avec pneumologie, cardiologie? Ça c'est des débats. La problématique qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que quand vous voulez restructurer un hôpital, et il n'y a pas de changement, enfin, il y a une aggravation avec la politique du gouvernement actuel pour restructurer encore plus, avec des restrictions budgétaires supplémentaires. Vous avez Bercy qui est derrière et qui fait la loi, avec les fameux copermos qui sont un diktat incroyable, et chaque copermo réclame la fermeture d'un tiers des lits. Or, ça ne baisse pas en activité. On a de plus en plus de gens hospitalisés. Et ce que dit madame est juste. Des personnes avec des maladies chroniques qui arrivent le soir, on est obligé de les garder, on ne va pas les foutre dehors. Bon. Et quand vous entendez un discours qui est de dire on a encore trop de lits d'ouverts, ça ne marche pas. Gérard Vincent, qui était l'ancien directeur des hôpitaux et de la FHF, son discours quand il a pris sa retraite,
était édifiant. Il a dit on s'est trompé, on a fermé trop de lits et on devrait rouvrir un certain nombre de lits polyvalents pour faire face. Mais derrière Et ça peut solutionner l'engorgement des urgences alors, de façon efficace. Une partie, si, justement, comme disait madame, on n'a pas l'intelligence de vraiment s'intéresser au parcours de soins pour dire aux gens, après, Voilà. vous rentrez chez vous, et puis ils sont pris en charge. Mais, et c'est là où la ville doit s'ouvrir à l'hôpital, quand on dit aux gens, ils vont rentrer chez eux, notamment je pense aux malades qui sont hospitalisés en HAD, il faut qu'il y ait un accès H24 à un médecin qui va venir donner son avis. Or, ce n'est pas le cas actuellement. Et c'est ça qui pose problème, notamment avec ce problème aigu et qui nous concerne, c'est les fins de vie à domicile, ce qui est encore un autre problème. En résumé, le sujet, et nous allons être d'accord là sur ce point-là, c'est de commencer à réfléchir aujourd'hui pour construire dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, un modèle organisationnel permettant de régler les suites de l'hospitalisation des malades à l'urgence, parce que pour l'instant, on n'en a jamais entendu parler et que le problème se pose, donc il ne faut pas le nier. La deuxième remarque, vous parliez de la Copermo et je suis complètement d'accord avec vous. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on ne soigne pas des indicateurs, on soigne des malades, c'est pas tout à fait pareil. Et donc, quand je vois qu'on supprime des lits et qu'on ne s'occupe pas de l'hospitalisation à domicile derrière, qui peine depuis 15 ans pour essayer de se développer, eh bien, on n'en sortira jamais. Le malade qui sort de l'urgence ou le malade qui sort d'hospitalisation, il faut évidemment qu'il soit pris en charge par son médecin généraliste. Quand on parle des relations ville-hôpital ou hôpital-ville, on a l'impression qu'on ne sait pas de quoi on veut parler. Est-ce qu'on pourrait se mettre à y réfléchir maintenant, avant de fermer des lits ? Il faut évidemment y réfléchir avant de fermer des lits. D'accord. Patrick Pelloux, je change un peu de thématique. Qu'est devenue la proposition, la promesse de François Hollande que chaque Français soit à moins de 30 minutes des urgences ? On y est ou... En gros, elle est restée et ça a été finalement, ça a été assez structurant pour les urgences. Mais ça s'appuie sur 2 choses qui sont intimement liées, les sapeurs-pompiers et la gestion préhospitalière. Ouais. C'est comme ça que cette proposition a tenu le coup. Mais c'est parce qu'on travaille avec les sapeurs-pompiers. Et moi, je salue au quotidien le travail que l'on fait avec les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers et les urgences, c'est indissociable. Et en fait, et c'est là où ça serait vous mentir, il y a un vrai débat dans la profession à l'heure actuelle avec ceux qui veulent scinder le SAMU et le séparer définitivement des sapeurs-pompiers et notre organisation qui veut qu'on travaille encore plus étroitement avec les sapeurs-pompiers pour justement qu'on reste avec le SAMU. Le cœur de l'urgence du SAMU, c'est l'urgence et c'est ça qu'il faut garder. D'accord. On peut, selon vous, l'un et l'autre, on peut réussir à réduire le nombre de passages aux urgences. Ah oui, oui. Il n'y a aucun combat perdu. À partir du moment où on arrivera à redonner une offre de soins moderne, ça veut dire la possibilité d'aller consulter un centre avec un peu de radiologie, de la biologie. Donc ces fameux, prenons acte du rapport Meignet, qu'on ne va pas le crucifier, il en donne des pistes. Ces nouveaux centres de santé un peu modernes. Parce que nous avons une société, une civilisation qui maintenant consomme tout le temps. Ils ont le smartphone, ils ont la connaissance par Internet, etc. Tout ça fait partie du système maintenant. Il faut inclure cela dans des centres de santé qui soient bien répartis, notamment là où il n'y a plus rien. Ça ne sert à rien de mettre des centres de santé dans l'hôpital, par exemple. Hein, ça sert strictement à rien. Il faut remailler, en fait, le tissu, et que ces centres de santé, oui, c'est triste, c'est embêtant, mais ça soit ouvert le samedi, le dimanche et tard le soir, bien sûr. Je vais rebondir sur cette proposition. Qu'on les appelle des centres de santé ou des maisons de santé pluridisciplinaires, il y a 50 méthodes possibles. Moi, je suis farouchement opposée à la préconisation qui vient d'être faite pour lutter contre la sous-densité médicale. J'ai entendu les gens qui nous gouvernent dire on va construire 1200 maisons de santé en France. Eh bien, on a l'exemple tous les jours de maisons de santé qui n'ont pas été réfléchies par les médecins, qui ont été réfléchies par les politiques
pour les citoyens. C'est-à-dire, dans un village où l'école vient de fermer et le bureau de tabac vient de fermer aussi, on rachète un local, on le ripolline et on essaye de faire venir des médecins. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Les maisons de santé qui marchent, ce sont les maisons de santé dans lesquelles, dans des zones sous-denses, des médecins de 2 ou 3 villages situés à proximité se réunissent pour essayer de construire quelque chose ensemble. Et encore une fois, j'en reviens à cette notion qui est fondamentale, mais qui a toujours été fondamentale en médecine, qui est de ce travail en coopération. Parce que si on veut créer quelque chose qui tient debout, cette coopération, eh bien, il faut la recréer. Sinon, ça ne marchera pas. La coopération, ils sont assez nombreux, les médecins libéraux généralistes aujourd'hui, pour relever ce défi? Si on les aide, comme dit madame, si on les aide, on les écoute et on leur permet de mieux travailler ensemble, c'est vraiment un ticket gagnant. C'est vraiment un ticket gagnant. Ils ne sont pas tout à fait assez nombreux parce que le numerus clausus est appliqué sans discernement depuis des années et des années et qu'il faut maintenant... Été augmenté, hein. Il a été augmenté. Bon, là, il vient d'être desserré un petit avant peu. De produire des effets. Mais ce qu'il faut, c'est adapter le numerus clausus, faire une péréquation avec les régions dans lesquelles les facs se situent, parce qu'il y a des régions qui sont quand même plus ou moins peuplées. Et puis, il faut modifier la formation des médecins. Je m'explique, moi je suis chirurgien. Je reçois tous les jours des étudiants en médecine qui sont externes dans le service et puis qui sont internes parce qu'ils veulent devenir chirurgiens. Excusez-moi, pour les futurs médecins qui vont devenir médecins généralistes, je ne suis pas sûre que mon service hospitalier universitaire de surcroît soit le meilleur endroit pour les former. La médecine générale, ça s'apprend chez le médecin généraliste. Et je ne comprends pas pourquoi on n'organise pas dans le cursus des études médicales plus de formation sur le terrain, ce qui aurait en outre l'avantage de fidéliser l'étudiant en médecine avec son bassin de vie et lui permettre de s'installer dans de bonnes conditions. Ça ne coûte rien de faire ça. Qu'est-ce qu'on attend pour le faire? Moi, je pense que... Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que justement, quand on fait de la médecine générale, il faut voir le maximum de choses chez les autres et tirer le meilleur enseignement de ce que vous leur donnez. Je pense que la réforme qui n'est toujours pas faite, et qui serait nécessaire, c'est la réforme des ordonnances de 58. Je veux dire par là, tant qu'on ne décloisonnera pas... Promise par le président de la République, apparemment. Il a promis beaucoup de choses. D'accord. Je ne reviens pas sur les glyphosates qui m'a mis dans une colère noire cette nuit quand j'ai appris que les députés avaient voté contre et pour maintenir les glyphosates qui entraînent un nombre de cancers qui ont été démontrés. Il s'était engagé à ne pas le faire et là ils ont voté pour la généralisation. C'est vraiment n'importe quoi. Là c'est de la santé publique. Tout le monde sait que les glyphosates ça entraîne des cancers et ils viennent de voter pour nous les en mettre encore. Faut quand même pas déconner. Enfin, donc les promesses de campagne, ça n'engage que ceux qui les croient. Ce que je crois, c'est qu'il faut réformer ça en ce sens que un médecin, quel que soit le médecin, quelle que soit sa spécialité, je pense que avec l'espérance de vie, il doit pouvoir évoluer dans sa carrière. Donc il faut trouver des passerelles. Je sais qu'il y a un obstacle majeur avec les doyens, avec les hospitalo-universitaires, qui veulent croire encore que tu vas être gastro-entérologue toute ta vie. C'est un exemple, je pourrais prendre urgentiste toute ta vie. Je pense qu'il y a des médecins qui peuvent évoluer. Donc là, il y aurait le moyen, à mon sens, en validant des unités de valeur, en validant des diplômes interuniversitaires, etc., de faire basculer des pans vers d'autres métiers. Et pourquoi pas quitter la ville, quitter l'hôpital, rentrer à l'hôpital, quitter la ville. Il faut créer un peu d'air dans ce métier. Changer de spécialité, pourquoi pas. Changer de spécialité. Je pense que ça, c'est nécessaire. Il y a un autre sujet. Il me paraît nécessaire également. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Il y a un autre sujet. Finalement, je croyais qu'on allait être très opposés, mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Hein. Bon, il y a un autre sujet qui me paraît extrêmement important, c'est modifier le code de déontologie, qui fiche trop les modalités d'exercice des médecins généralistes, puisqu'on parle d'eux. Il faut, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est important, il faut un exercice multisite déclaratif. Si on veut venir en aide aux régions qui sont sous-denses médicalement, il faut permettre aux médecins de passer d'un village à l'autre et d'un secteur à l'autre pour venir répartir leur activité par moitié dans une zone, par moitié dans une autre zone. Tant qu'on ne l'aura pas fait, ça n'ira pas. Autre chose, et j'en termine,
pendant les études, les médecins qui remplacent, les étudiants en médecine qui remplacent un médecin. Mais le médecin ne peut pas avoir plusieurs remplaçants en même temps. Et ça, c'est une ânerie. C'est une ânerie parce que le médecin qui a 50 ans ou 55 ans, qui veut commencer à lever un petit peu le pied... Il faut plus de souplesse au plan statutaire aussi. Exactement. Il faut plus de souplesse et ça regarde le Conseil de l'Ordre. Et si on fait tout ça, si on revoit la protection sociale des médecins, si on les remet au cœur du système, moi je pense qu'on en aura à nouveau beaucoup plus. Et encore une fois, tout ça, ça ne coûte rien. Mais juste un exemple. Hier, on a eu une réunion pour préparer la crise qui s'annonce cet été sur les fermetures de lits. Parce que on avait rencontré la ministre au mois de novembre. On lui avait dit « Ok, c'est plié pour l'hiver ». Elle nous avait dit « Oui, mais ça ne se passera pas comme ça cet été. » Tu parles. Hier, on a une réunion pour prévoir les fermetures... 28 mai. Prévoir les fermetures de lits de l'été. C'est trop tard. Et la seule chose qu'on nous a répondu, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, une somme d'indicateurs. C'est-à-dire, on contemple, en fait, c'est ça, c'est intéressant, on contemple un échec. Voilà. Mais on ne trouve pas de solution. Les indicateurs marchent. Voilà. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, par rapport aux multisites, etc., ça, je suis tout à fait d'accord. Mais les promesses qui sont faites, notamment par les politiques ou par les différentes directions, que ce soit les agences régionales, etc., vous avez plein de médecins qui sont d'accord, généralistes ou autres, libéraux ou autres, de faire du multisite. Mais quand on leur promet des primes, à la fin du mois, la prime n'arrive pas. Et donc, moi, j'ai plein de collègues qui nous disent « J'ai accepté d'aller travailler dans tel et tel établissement, et puis la prime, elle n'est jamais arrivée. » Peut-être, Monsieur Pelloux, peut-être que le jour où le ministère de la Santé sera un vrai ministère avec un vrai budget et qui ne passera pas sous les arcanes permanentes de Bercy, ça ira mieux aussi. Non, mais ça c'est un vrai sujet. Ça, on peut décliner ça sur tous les ministères. Parce que c'est Bercy, c'est le gouvernement. Plus Bercy, sur la santé que sur les autres. Mais bon, vous observerez quand même que le ministère de la Santé ne dispose pas d'une marge de manœuvre financière suffisante. Elle a quand même le plus gros budget qui est le budget de la sécurité sociale. Or là, depuis un an, elle ne fait pas grand-chose. Elle ne fait pas grand-chose. Ça fait un an de perdu. On est bien d'accord. On est d'accord. On a évoqué la formation. Un mot, Patrick Pelloux, sur la démographie des urgentistes. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire de ce nouveau desk de médecine d'urgence? C'est positif ou pas? Non. Je suis contre. Alors, pourquoi je suis contre? Parce que je crois que la profession d'urgentiste était quelque chose qui devait rassembler un maximum de médecins, quelle que soit leur discipline. Et c'était intéressant du temps de la capacité de médecine d'urgence. Vous remarquerez d'ailleurs qu'à cette époque-là, où il y avait la capacité de médecine d'urgence, où tous les médecins pouvaient venir faire un peu d'urgence, il n'y avait aucun problème de démographie. Oui. C'est quand on a mis... très bien. Exactement. Et c'est quand on a commencé à dire ce qui avait un fondement, c'est-à-dire qu'en fait, les urgentistes, on disait, mais on veut un meilleur enseignement, on veut pouvoir faire de la recherche, etc. Donc ça partait d'une bonne base. Mais avec les règles du jeu, qui sont les règles du jeu du XXe siècle et de la loi 58, on nous a cloisonnés. Et la pénurie a commencé. La pénurie a commencé, et là, elle s'accélère avec le DES. Donc le DES, c'est un internat, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas, de médecine d'urgence. Et donc, j'ai reçu un nombre de lettres de jeunes qui nous ont dit « Mais moi, j'aurais bien voulu faire de la médecine d'urgence pendant 5, 10 ans. » ou participer à la permanence de soins, etc. Mais je ne veux pas m'enfermer dans un statut. Et voilà, ils ont dit, mais moi, je ne veux pas faire ça. Et là, à l'heure actuelle, on est en pleine commission de qualification avec le Conseil de l'Ordre. On s'attendait à voir arriver un nombre de dossiers demandant la reconnaissance de la spécialité. Eh bien, pas du tout. Il y a plein de collègues qui disent, moi, je vais garder mon ancienne qualification de médecine générale parce qu'on ne sait jamais. Et les médecins sont plus intelligents qu'on ne croit. Ils savent anticiper. Ils se disent, je vais vieillir. Et puis je risque d'être malade, et puis on ne sait pas, le couple va se séparer, etc. Tout ça. Donc ils veulent garder plusieurs cartes. C'est pour ça que je pense que vraiment l'une des réformes politiques majeures, c'est de créer la possibilité d'évoluer dans les carrières de médecins et de pouvoir évoluer. Ce n'est pas rédhibitoire ou discriminant ou une manière de péjorer telle ou telle spécialité, c'est au contraire ouvrir la médecine des uns vers les autres. Je ne suis pas contre, je suis assez d'accord avec vous. Puis après, on va mettre un terme à ce débat. Juste un dernier mot. Il y a un point qui est essentiel. Tant qu'on n'aura pas redoré l'attractivité de la médecine de ville, tout ça ne servira à rien. Il faut commencer par ça, par des mesures simples dont on a parlé tout à l'heure. Et une fois que l'attractivité de la médecine de ville aura été promu à nouveau, là, à ce moment-là, effectivement, je pense qu'on pourra aller vers un exercice qui sera plus fluide. Mais votre discours
peut être aussi appliquée à l'hôpital. L'attractivité de l'hôpital enfin, quand vous voyez, vous connaissez ça aussi bien que moi parce que c'est votre quotidien. Vous passez en moyenne un tiers de votre temps à coder. Est-ce que quand vous avez mais je suis tout à fait d'accord. Quand vous avez fait vos études, c'est débile. Alors, juste les un médecins mot, sont si là vous pour me soigner, permettez. pas pour coder. Oui, mais complètement. Bah, bien sûr. Il faut que le médecin retourne vers le soin. Bien Si sûr. vous me permettez juste une minute. En réfléchissant sur le sujet, on veut créer des nouveaux métiers pour le soin. Ben, ça tombe assez bien. Au lieu de déléguer des activités médicales aux infirmières qui ont autre chose à faire entre nous, créons des nouveaux métiers. On pourrait justement, ce codage qui nous écarte du soin, on pourrait le confier à des secrétaires, mais habilitées quand même à voir les malades, parce qu'il faudrait qu'elles soient dans le cabinet du médecin pour saisir les codes. Et le tiers-temps qu'on a pris aux malades, ou qu'on a pris aux médecins sur le codage, eh bien, on lui rend pour continuer le soin. Et c'est ça qu'il faut faire. Moi, je suis mille fois d'accord avec. C'est évident. Et ça non plus, ça ne coûterait rien. Il faut alléger la tâche je vais plus loin. des personnels parce qu'on leur a collé des trucs. Je vais plus loin. On a calculé que pour un médecin généraliste, le codage pouvait être assuré par un tiers-temps de secrétaire. Dans un centre de santé moderne ou une maison de soins professionnelle, eh bien, on peut très bien mutualiser un équivalent temps plein de secrétaire de saisie de ce genre pour 3 médecins qui exercent dans la maison de santé. Et du coup, regardez, ça libère un équivalent temps plein de médecins généralistes. Bien sûr, donc, et c'est comme ça. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça à l'hôpital. Quand d'un coup, les collègues me disent un tiers de leur temps à coder. Tout à fait. Tu crois que tu as fait médecine pour passer ton temps à chercher dans le SIM10, savoir qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est complètement délirant. Et un 5e de notre temps à régler les procédures hôpital en tension, où tenez-vous bien, parce que les politiques qui nous gouvernent, et c'est pas que Macron, c'est tout le monde, hein, ils veulent pas être tenus responsables des débordements de la grippe, parce que vous vous souvenez, il y avait quand même eu des soucis. Maintenant, ils nous demandent de libérer des lits pour éventuellement l'entrée d'une grippe qui se compliquerait, alors qu'on sait que 95% des grippes se soignent à la maison et ne se compliquent pas. On marche sur la tête. En un mot, parce que sinon, je pense que c'est terminé. Je suis totalement opposé à ces déprogrammations et à cette politique-là, parce que ce sont des malades que l'on retrouve aux urgences. Parce que les gens se sentent abandonnés. Et on n'a pas le droit, l'hôpital doit accueillir tout le monde et respecter l'activité des uns et des autres. Vous savez que sur l'hôpital, sur la procédure hôpital en tension, non mais attendez, c'est vraiment, ça mérite notre indignation, quoi. Parce que c'était du temps de Marisol Touraine et voilà que c'est reconduit cette année. Donc ça n'a quand même pas de sens. Eh bien, il y a une personne à l'ARS de chaque région qui a un gigantesque fichier Excel. Ne me dites pas que c'est pas vrai, je l'ai vu, qui contrôle en temps réel les flux dans toutes les urgences du ressort de l'ARS. Mais ils n'ont pas autre chose à faire. Ils n'ont pas autre chose à faire. Je suis atterrissable là-dessus. Bon, enfin, attendez, c'est pas possible. C'est terrible. Voilà. Mais si vous saviez ce que c'est terrible. C'est incroyable. C'est Big Brother qui garde le truc. Mais oui, mais il faut arrêter de nous monter des usines à gaz. Ils ont l'impression de faire quelque chose. On n'en sort plus. Et quand on leur dit que ça ne marche pas, quand on leur dit que ça ne marche pas, ils ne veulent pas nous écouter. Pour garder ces places-là, moi, je déprogramme des installations de tumeurs de vessie. On va pouvoir poursuivre ce débat, mais hors caméra. Merci à l'un et à l'autre. Le dossier est complexe, mais j'espère qu'on aura fait dans cette demi-heure un peu avancer le sujet des urgences. Merci Patrick Pelloux, merci Brigitte Monroy.